Bonjour à toutes et à tous, amoureux et amoureuses du LOSC, pour cette deuxième édition de La Petite Tribune. On se retrouve cette fois-ci non pas après une victoire, la dernière fois c'était après celle du Paris FC, mais après un match nul, un second match nul à domicile, cette fois face au Havre. Si on revient rapidement sur le match, c'est notre cher ami Håkon Haraldsson qui ouvre la marque à la 29e minute. Et dans la foulée, un petit creux avec notre diable d'Issa Soumaré qui égalise. Il avait déjà marqué contre nous à Lille l'année dernière. Il avait même fait une PSD en prime. Et cette fois-ci, il s'est rappelé que finalement, il était chez nous, chez lui. Voilà, tout simplement. Donc je vous présente nos invités du jour. Pas de Pierrick, pas de Félix cette fois, mais on monte en gamme encore. Ils ne sauront pas, ils regarderont probablement pas l'émission, mais Bien sûr. c'est un petit taquet pour eux. On est avec le grand Enzo Pello, correspondant pour la cellule décryptage de l'équipe, et aussi tu fais aussi ta chaîne YouTube, si tu peux en parler si tu veux. C'est ça, ouais, j'ai intégré la cellule décryptage de l'équipe. En parallèle, je développe ma petite chaîne YouTube de mon côté. C'est les débuts, mais ouais, on essaye de jouer sur plusieurs tableaux, comme le LOSC l'a fait pendant de longs mois cette saison. Et à côté de ça, un poil plus expérimenté, Rémi Bouvresse, journaliste pour l'AFP, donc il gère de Lille à Strasbourg, ça fait pas mal de clubs, mais son club préféré c'est celui du LOSC. Alors, moi je bosse à l'FP, donc je vais pas dire quel est mon club préféré, évidemment, mais oui, oui, c'est ça, journaliste sportif, dans le nord et dans l'est. Par contre, si tu mets des taquets à chaque fois, à chaque prochaine émission, dernière fois que je fais ton émission, en fait. Ah non, mais il faut revenir pour être bien vu. Ah oui, d'accord. Si on est toujours là, il peut pas nous mettre de taquet. Oula, attention, il y aura des titulaires. On va commencer tranquillement par la première question habituelle. Donc il y a eu ce petit match face au Havre dimanche, on était d'ailleurs à 3, l'un à côté de l'autre pour suivre cette sublime rencontre. Comment vous, est-ce que vous vous projetiez en avant-match sur cette partie? Est-ce que vous aviez confiance en ce LOSC ou est-ce que vous redoutiez un faux pas? Moi, perso, j'ai été plutôt confiant. Alors, pas de là à dire que ça allait être une formalité, une évidence, mais Le Havre restait sur une dynamique plutôt compliquée. Pas de victoire sur les 9 derniers matchs de mémoire. Et puis le LOSC, tout l'inverse. Et même, on avait sur les dernières semaines un petit peu plus de garantie face aux plus petites équipes, face au bloc bas. Il y avait eu quelques accros, mais c'était un petit peu plus positif que par exemple au début d'année 2026 où c'était très compliqué. Donc sans dire que c'était une formalité, je m'attendais à une victoire accrochée parce que Le Havre est une bonne équipe de Ligue 1, même si elle joue encore le maintien. C'est jamais une équipe qui prend de très gros scores. Mais oui, j'étais plutôt dans l'optique d'une victoire. Ouais. Et toi Rémi, dans la même idée? Et non, c'est super, on n'est déjà pas d'accord. Non, non, moi je voyais bien un match nul 0-0, parce que justement, j'ai pas forcément été rassuré par les derniers matchs de Lille face au bloc bas. Je pense notamment à Nice. Voilà, donc non, j'étais pas particulièrement serein parce que ça sentait un peu le match piège, parce que Le Havre est pas tant en danger que ça finalement dans la course au maintien, donc pas une pression non plus énorme. Enfin, j'ai du mal à les voir descendre en fin de saison. Voilà, mais finalement, ça n'a pas non plus été le match auquel je m'attendais, et on en parlera plus tard de ça. Justement, c'est ce sur quoi j'allais rebondir avec toi, parce que tu a eu le bon pronostic avec un 0-0, donc le match nul, mais il y a quand même eu un peu plus d'occasions qu'un 0-0 bien neutre à la Lille-Nice. Donc toi, finalement, la physionomie du match, elle t'a surpris. Un peu, ouais. Non, mais c'est de la chance, hein, mon pronostic. Mais un peu, ça m'a un peu surpris parce que, bah, en fait, Lille a fait un vrai bon match, euh, très entreprenant, avec pas mal d'occasions, avec un très bon Håkon Haraldsson, évidemment, un peu malchanceux, malheureusement pour lui. Donc voilà. Par contre, ce qui m'a pas surpris, on en revient à ce problème de Lille quand il y a des blocs bas, c'est qu'on a du mal avec Mathias Fernandez Pardo. Mathias Fernandez Pardo dans cette configuration-là, comme il peut pas exploiter la profondeur, c'est très compliqué pour lui. Donc ça, c'est un problème. Le manque de création sur les ailes, c'est un problème aussi. Faut quand même dire les choses. Galaël Moukao et Félix Correa sont pas exceptionnels dans le duel. Donc pour déstabiliser une équipe qui joue très resserré, c'est compliqué aussi. Donc sur ça, j'avais un peu juste. Voilà. Mais malgré tout, il y avait Surtout, quand même des espaces, non? Est-ce que, enfin, Enzo, tu trouves pas qu'il y avait malgré tout de la place pour faire des choses? ouais, un petit peu plus que face à Nice quand même. Nice, j'ai l'impression, Oui.
Le Havre était sur un vrai bloc bas sur les 20 dernières minutes, on va dire, pendant que Nice est arrivé dans cette configuration pendant 90 minutes. Et je rebondis sur ce que disait Rémi. Il parlait du manque de danger, d'apport sur les côtés, notamment l'apport des latéraux qui est sur les dernières semaines très très bon. Et c'est vrai que sur ce match a été un petit peu moins évident. Et quand on a des ailiers du profil de Félix Correa, Mouko, qui sont beaucoup plus des ailiers équilibrants, structurants que des ailiers d'élimination, c'est nécessaire d'avoir des latéraux comme l'ont très bien fait Romain Perrault et Thomas Meunier ces dernières semaines, beaucoup plus dangereux et trouvés dans des positions dangereuses. Et ça a été un petit peu moins le cas face au Havre que sur les dernières semaines. Donc si vous deviez citer le manque du LOSC sur cette rencontre, ça serait quoi selon vous? Bah, je vais commencer et clairement c'est l'efficacité, hein, selon moi. Je pense notamment il y a une occasion de Félix Correa, je l'avais noté à la 21e minute. Et puis il y a un autre truc quand même, c'est le Je me permets de rebondir, celle de ouais. Félix, c'est après le raid solitaire d'Aïssa? Ou- Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. le raid solitaire d'Aïssa, c'est très bien dit. Non, non, c'est ça, exactement. Ouais, donc Félix Correa qui frappe à côté alors qu'il est en très très bonne position. Et puis il y a un autre, il y a une autre action en revoyant un peu le match dans les grandes lignes qui m'avait un peu échappé. C'est le deuxième poteau en fait, le deuxième poteau trouvé par O'Connor-Hudson. À la base, il y a un très bon débordement de Boady, mais en fait, il rate sa passe, il rate son centre parce qu'il n'a pas de solution. C'est-à-dire que Fernandez Pardo et Correa font un peu le même appel et pas de façon assez tranchante. Et du coup, il se retrouve à perdre le ballon alors que super situation. Il aurait pu Ça, c'est frapper, non? il C'est y ce que j'ai a, en pensé fait, ce matin en voyant le match. bah, il n'est pas dans un super angle, mais il peut frapper. Mais oui, voilà, non, le manque d'efficacité, clairement, c'est le gros problème. Et je pense qu'on peut regretter aussi, c'est très bien Enzo, parce que tu as parlé des latéraux, et moi je suis d'accord avec ça en repensant au match. C'est vrai que Romain Perrault, il a été actif comme à son habitude, mais pas autant que d'habitude. Il peut être Et Thomas, décisif, mais c'est très ponctuel finalement, et presque que oui, c'est ça ça. offensivement. Oui, et puis sa passe, elle est pas pour lui, hein. Oui, en plus. Elle est pas pour Oralson, la passe. Mais très bien. Et puis Meunier, on l'a pas assez vu. On l'a pas assez vu. Et en fait, c'était un match où il aurait fallu que plusieurs individualités fassent la différence, pas juste Ocon Harrelson. Ouais. Assez d'accord, et je rebondis sur ce que dit Rémi, je suis assez d'accord sur l'efficacité, et efficacité de deux côtés du terrain, offensif et défensif, parce que quand tu concèdes que deux tirs, t'es pas censé repartir avec un but encaissé, surtout que globalement sur les 90 minutes, le LOSC maîtrise avec le ballon, concède très très peu, le contre-pressing est plutôt bon. Finalement, il y a très peu de danger dans le camp adverse apporté par le Havre, mais ouais, efficacité offensive et défensive qui a manqué des deux côtés pour le LOSC. Il y a une petite statistique sympa qui confirme ton propos, c'est que Lille n'avait plus perdu un match avec un écart de frappe de 20, donc là 22 tirs à 2, depuis avril 2022 contre Bordeaux. C'était avec le Grande Jocelyn Grovenec, c'était un magnifique 0-0. Euh, voilà, donc je suis pas sûr de vous rappeler des souvenirs, Bon mais je pense que souvenir. ceux qui nous écouteront auront de magnifiques souvenirs de cette rencontre. Il me semble qu'il y a eu un petit épisode bien dernière fois sur celle-là, ou alors c'était Thiago Diallo, enfin bref. Ah ouais, C'était un ça me dit un super truc. match. Mais il me semble que c'était ça. Ouais. Il Je me faudrait rappelle plus refouiller dans les des archives. épisodes extra-sportifs que du match. C'est C'est ça, vrai. c'était une superbe rencontre. Rémi, je vais pas te lâcher parce que il y a un point que tu as mentionné qui m'intéresse et qu'en plus, c'est toi qui l'as mentionné en zone mixte à notre président Olivier Létang. Euh, Ah oui. je parle de la mention du numéro 9. Donc tu as souligné le fait que pour toi, Mathias a du mal face à des blocs bas ou du moins des équipes qui sont repliées. Euh, est-ce que tu penses que Lille n'a pas le profil d'attaquant nécessaire pour manœuvrer ce type d'attaque, de défense, Bah, pardon? en fait, j'ai un peu envie de reprendre la réponse de Didier Digard à ce sujet, parce que j'ai aussi posé une question à Didier Digard à la fin du match. Je lui ai demandé si finalement, pour une équipe qui est moins bien classée, qui a donc de moins grandes ambitions dans le jeu, c'était pas facile de préparer des matchs contre Lille, parce que bah on se dit voilà, c'est une équipe qui a du mal face à des blocs bas, alors on joue avec un bloc bas, et puis on est à peu près sûr de repartir avec un point. Et en fait, il m'a dit pas du tout. Ça m'a beaucoup surpris. Il m'a dit pas du tout parce que Lille, en fait, on sait jamais ce qu'ils vont faire. Ils peuvent très bien titulariser Giroud.
Et s'ils jouent avec Giroud, alors dans ce cas, ça change complètement la physionomie de leur attaque parce que bah, même un bloc bas concède des centres et sur n'importe quel centre, Giroud, voilà, sa carrière parle pour lui, c'est quand même un buteur exceptionnel. Donc, j'ai un peu oublié ta question, j'ai un peu perdu dans ma réponse. Est-ce que tu trouves que Lille n'a pas le profil nécessaire pour manœuvrer ce genre de défense? Bah, Giroud, donc il y a Giroud, mais c'est vrai que Giroud incarne pas le futur de ce club, contrairement à Mathias, même si Mathias va peut-être partir cet été, on sait pas. Et puis il a été plutôt bon ces dernières semaines. Juste le problème de Mathias Van Espardo, c'est que face à des défenseurs un peu costauds, c'est compliqué pour lui. Il peut pas trop jouer dos au but. Il n'arrive pas à exploiter, comme l'appelle Bruno Genesio, la petite profondeur. Ce qu'a fait justement Ocon Haralson lors du but de Romain Perrault. C'est ça la petite profondeur. Euh, donc oui, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on l'a vu beaucoup dézonner sur la gauche aussi. Et quand il dézone sur la gauche, là, il fait parler sa capacité de vitesse, de dribble aussi, même s'il n'a pas trop été en réussite dans ses 1 contre 1. Donc voilà, J'ai un Boré en tête, mais un seul Hmm. pour où il Mathias. a un contre favorable, si je ne m'abuse. Mais oui, 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 on l'a en je crois tête. peut-être. Et toi, Enzo, sur cette question, comment est-ce que tu te positionnes? Bah, il y a ouais, la question du profil, mais aussi, je pense, comment dire, ceux qui peuvent l'alimenter. Parce que par exemple, avec un Bentaleb, on avait justement ce joueur capable de trouver la petite profondeur sur quelques petits ballons piqués, sur des passes cassantes, etc. Et c'est ce qu'on voyait sur les dernières semaines, même face au bloc plus bas, Mathias Fernandez Pardo était pertinent. Il marque face au PFC, face à Toulouse, face à Lorient il y a un petit Ouais. peu plus longtemps aussi. Donc ça reste malgré tout un joueur qui est capable, quand il est mieux alimenté, peut-être de pouvoir performer dans ces configurations. Là hier, on l'a pas beaucoup vu, mais aussi parce que je pense qu'il n'y avait peut-être pas les profils idéaux pour l'alimenter dans les bonnes conditions. C'est pas tout à fait les mêmes profils d'adversaires, hein, là, toutes les équipes que tu as citées. Je rentrerai pas dans les Ouais, détails, mais il y a bloc bas et ça bloc bas quand même. malheureusement. Ouais, ouais, il y a différentes hauteurs de bloc bas, mais ça reste des équipes qui, sur allez, la majorité des phases défensives, sont notamment le PFC. Le PFC de Comboiré est excellent en transition, mais joue très très bas pour le coup. Tu me tends une perche sur Nabil, c'est un sujet que je pensais évoquer plus tard, mais c'est parfait. Depuis son absence, Lille, c'est 2 buts en 3 matchs, 2 matchs nuls, une seule victoire. Alors qu'avant, ça a déroulé 4-0 contre Toulouse, 3-0 contre Lens. Ça bat l'OM et Rennes en marquant 2 buts à chaque fois à l'extérieur. Est-ce que ce n'est que des coïncidences ou on sent vraiment un Lille différent, moins épanoui offensivement sans Nabil? Moi, si j'enchaîne là-dessus, ouais, non, je suis d'accord, je trouve qu'il manque quelque chose dans la création, dans la construction sans Nabil Bentaleb. Par exemple, hier, le seul véritable vecteur de danger, c'est Haraldsson, alors que sur les précédents matchs, Bentaleb est capable, par sa qualité de passe, de compenser les profils d'ailier dont on parlait tout à l'heure, qui sont peut-être pas les plus dangereux avec le ballon, alors qu'un Bentaleb, par sa qualité de passe, est capable de compenser, d'alimenter tout un tas de jeux offensivement. Et ouais, moi je suis pas étonné de voir cette moyenne de buts qui chute avec et sans Nabil Bentaleb parce qu'il affichait un niveau exceptionnel, stratosphérique, peut-être le meilleur milieu de Ligue 1. Et même au-delà du niveau, le profil aussi était ultra important pour l'animation offensive du LOSC. D'accord avec ça, Rémi? Oui et non. En fait, quand on revoit le match, est-ce que c'est vraiment Nabil Bentaleb qui manque le plus? Enfin, pour ce match, je trouve pas forcément. Je veux dire, évidemment, dans l'absolu, c'est un excellent joueur, comme tu l'as dit, et on a très bien parlé. Il a une capacité à envoyer des ballons en profondeur qui est inégalée dans ce club, d'ailleurs, dans cette équipe. Personne d'autre ne sait faire ça. C'est d'ailleurs pour moi, c'est lui le meneur de jeu de cette équipe, hein. C'est pas Ocon Haralson. Ocon Haralson a le numéro 10, mais c'est pas vrai, il joue pas vraiment comme un numéro 10. Là où Bentaleb vraiment est le dépositeur du jeu, reculé. Euh, mais tu vois, c'est là où Enzo, on n'est pas tout à fait d'accord, ou peut-être qu'en même temps on se complète, c'est que tu dis que il compense le fait qu'il n'y ait pas assez de création sur les ailes, mais moi je trouve qu'il est là le problème, quoi. Il est là en fait, il devrait pas compenser ça. Est-ce que c'est normal qu'à 2 matchs de la saison, on se retrouve encore, enfin le LOSC joue encore avec un milieu défensif de formation sur l'aile droite et Félix Correa sur l'aile gauche qui a des qualités,
à n'en pas douter. D'ailleurs, on va en parler plus tard. Mais qui manque cruellement de réussite. Et donc, face à des équipes qui défendent, surtout, bah, on a envie de peut-être voir d'autres profils. Donc là, je trouve que les changements de Bruno Genesio ont été un peu tardifs. Quand tu vois ce que fait Ethan Mbappé quand il rentre en jeu, t'as envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'il rentre pas avant? Voilà. Et Je vais rebondir immédiatement. vas-y. Mbappé est rentré à 66e minute pour compléter. Après, c'est plus tard, c'est vers la 75e pour Giroud, et Perrin, c'est encore plus tard, 83e. Mm. Il y a Verdonk aussi 40, mais c'est moins impactant offensivement, même s'il fait une grosse Il y a frappe, une frappe lointaine à Magnifique. l'apéro finalement. Mais je Magnifique. rebondis sur ce sujet parce que figurez-vous que Pierrick, la semaine dernière, avait un vœu, c'est que face aux équipes moins exigeantes que l'ont été par le passé Marseille, Rennes, Lens, le type d'adversaire contre lesquels cette constitution d'équipe avec N'Gala et Correa en joueurs de structure pouvait être pertinente. Lui, il trouvait que contre des équipes un peu moins joueuses, il fallait des profils plus créatifs, qui osaient plus, qui faisaient plus de déséquilibre. Donc il appelait à ce que Mbappé ou Perrin ou même Sarawi jouent, Pourquoi pas, ce qui n'a Sarawi? pas été le cas. Est-ce que ça vous a surpris, vous, de voir encore cette composition, sachant qu'elle ne change plus, hormis l'absence forcée de Ben Taleb, et il y avait à Rennes, il me semble, Calvin qui jouait. Mais sinon, c'est la même composition, la même animation qui est répétée semaine après semaine depuis Rennes. Justement, c'est ce que j'allais dire après Rémi, et t'as tué Pierrick en début d'émission, mais il est excellent Pierrick. Très très bonne remarque. C'est vrai. Mais ouais, ce que j'allais dire, parce que autant dans les gros matchs entre guillemets face à des adversaires qui ont peut-être un petit peu plus le ballon, je trouve Correa et Mouko très pertinents dans leur aspect structurant comme on dit. Autant je pense que face à des équipes qui te laissent davantage le ballon, sur le curseur équilibre d'un côté, pouvoir d'élimination de l'autre, je pense que tu peux aller un petit peu plus côté pouvoir d'élimination, et je pense qu'un Mbappé à la place d'un Mouko ou un Sarawi à la place d'un Correa aurait apporté beaucoup plus que les deux joueurs qu'on a vus au finalement. Même s'il y a deux poteaux, notamment sur la première mi-temps, même si le LOSC marque avant la rentrée de Mbappé, je trouve qu'il y a presque plus de danger sur la fin de rencontre avec justement ces profils que notamment le début de deuxième mi-temps où je trouve que le LOSC est assez stérile et produit pas grand chose. Donc ouais, non, je suis plutôt même carrément d'accord avec ça. Mais je pense par exemple que face à Monaco, on reverra Correa, Mouko, parce que pour le coup, c'est le type de match qui leur convient, qui convient à leur profil. Ouais. Ouais, je vais aller complètement dans le sens d'Enzo et de Pierrick précédemment. En fait, c'est vrai que je comprends l'incompréhension de certains supporters. Ils ne voient pas cette compo changer alors même que les adversaires varient vraiment, quoi. C'est-à-dire que tu mettes Moukao, que tu alignes Moukao contre Marseille, à Marseille, à Rennes, peut-être là dans une semaine à Monaco. Je comprends, après tout, je veux dire. Mais encore, je comprends, et encore, parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'on n'a pas du tout confiance en Thomas Meunier, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut rassurer Thomas Meunier, il faut verrouiller ce côté droit. Bah, contre le Havre, moi je vois pas trop l'intérêt, et c'est vrai que je regrette un peu qu'on voit pas trop Samé Sarawi. Alors peut-être qu'il est pas assez en forme, peut-être que le staff estime qu'il peut pas trop jouer en cette fin de saison, je sais pas. Mais voilà, donc oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de poser des questions à ce sujet à Bruno Genesio, notamment sur l'impact de ses remplaçants. Et moi, j'ai pas eu l'impression qu'il s'est projeté dernièrement sur le fait de changer. Est-ce que vous avez des explications, vous trouvez des explications à ce genre de choses? Est-ce que ça le rassure finalement? C'est ça qui compte pour lui, c'est de garder cet équilibre de vaut mieux faire 0-0 et continuer à avancer petit à petit que d'être trop en danger? Bah, Enzo, je vais me permettre de répondre. En fait, ça me fait un peu penser à quand Deschamps faisait jouer Matuidi, ailier gauche, en Coupe du Monde, mais ça se comprenait parce que c'était que des gros matchs en fait. C'était que des gros matchs. Il avait trouvé son équipe, il avait trouvé son équilibre. Et dans une logique de coupe, de compétition de coupe, je pourrais complètement comprendre qu'on fasse ça. Mais en fait, l'expérience Mukao aussi haut, elle n'a pas marché tant que ça depuis qu'elle a été tentée. C'est-à-dire qu'elle a fonctionné très bien à Bologne sur un coup, il met un doublé. D'ailleurs, je pense qu'il est en soutien de l'attaquant. Ouais, il était plus dans l'axe, Numéro ouais. 10, ouais. C'est pas exactement le même poste. Mais depuis, ça fonctionne pas trop. Et voilà, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de pas essayer de
voilà, tout simplement de faire jouer des joueurs, pardon, qui sont plus des joueurs de duel et de vitesse. Et moi, je pense aussi que tu reconstruis ta dynamique avec ces joueurs-là, avec ce 11, et que Bruno Genesio veut peut-être aussi capitaliser là-dessus, dans le sens où c'est ces joueurs-là, ce 11-là, cette animation avec ces joueurs-là qui t'a permis de retrouver la victoire après un début d'année très compliqué. Et même si ça peut paraître regrettable au vu de certains adversaires qui peut-être pourraient t'inviter à changer ton 11, je pense que ouais, il a trouvé son 11, il n'y a plus qu'un seul match par semaine, et pourquoi changer quand il te reste que 3 4 matchs, désormais plus que 2, et que malgré tout ça fonctionne, parce que le LOSC là a fait nul face au Havre, mais reste malgré tout sur la dynamique l'une des meilleures équipes de Ligue 1. On n'est pas non plus sur une catastrophe absolue quand Correa et Mouko sont sur le terrain. Il y a des choses à redire, mais c'est pas non plus tout blanc ou tout noir, quoi. C'est même l'une des meilleures équipes d'Europe, parce qu'avec 12 matchs sans défaite, il y a que le Bayern à 13 et Bournemouth, de notre cher Bafodé Diakité, mais qui ne joue pas du tout, à 15, qui sont plus invaincus en ce moment que Lille. Donc à ce niveau-là, niveau défensif, niveau régularité dans les résultats, pour le coup, Lille performe. Euh, pour continuer sur le collectif, je vais m'attarder sur les déclarations de Bruno Genesio en fin de match, qui disait qu'il n'avait rien à reprocher à ses joueurs et que si Lille jouait ainsi, euh, il n'y aurait pas d'inquiétude à se faire pour les 2 prochains matchs. Est-ce que vous vous projetez aussi ainsi sur la copie lilloise? Pour vous, elle vous a rassuré pour la suite? Oh, on n'était pas inquiet, je pense. Enfin, je veux dire, moi, j'étais pas particulièrement inquiet. Non, mais c'est vrai qu'ils sont dans une très bonne dynamique. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en effet, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Après, enfin bon, c'est un discours de coach, hein. C'est un discours de coach qui est un peu déçu du résultat et qui essaie de trouver le positif. Alors, il dit, bah, je suis pas inquiet pour la suite, mais bon, la suite, c'est 2 matchs, quoi. En début de saison. Là, Lille, bah, on en parlera à la fin, mais c'est quand même très compromis pour le podium. Non, non, moi je suis d'accord, les déclats sont logiques, il n'y a aucun problème d'attitude. En vrai, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs pour le coup sur ce match. Et puis ton prochain match, c'est Monaco, donc c'est une configuration de match totalement différente. Et ouais, non, je comprends qu'ils ne versent pas dans l'inquiétude absolue. La dynamique globalement reste très bonne. Et même s'il y a un petit accroc avec ce nul, qui pourrait avoir de vraies conséquences, comme tu le dis Rémi, parce que tu as perdu quand même gros dans la course au podium, les voyants restent beaucoup plus au vert qu'au rouge quand même. Si on bifurque maintenant sur les individualités, on a beaucoup parlé d'Araldson, mais si vous deviez me citer celle qui vous a marqué, que ce soit dans le positif ou le négatif, quelle serait-elle? Enzo, je te laisse commencer. Je trouve qu'on n'a pas tant parlé d'Haralson que ça, en fait, hein. Ouais, c'est Et ce que j'allais dire. À Alson, on peut presque en remettre une couche parce qu'autant il y avait Allez-y. des périodes dans la saison où je le trouvais véritablement en dessous par rapport aux 10 autres titulaires. Autant là, c'est vrai qu'il a un petit peu surnagé hier. On l'a dit, le seul véritable vecteur d'enjeu offensif. Dans tous les bons coups, au début du match, on en parlait d'ailleurs un petit peu en tribune de presse. Il manquait pas mal de justesse technique dans le jeu combiné, dans ses remises. Mais finalement, ça n'a pas énormément duré. Il a surtout été très pertinent dans les zones dangereuses, dans ses déplacements dans la surface. Et comme le disait Rémi, c'est pas un 10 meneur de jeu dans le sens celui qui va faire des différences par la passe, celui qui va véritablement avoir le rôle d'organisateur, mais par ses courses, par son agressivité aussi qu'il peut avoir dans les zones, il peut prendre le dessus, remporter le duel et avoir pas mal de positions de frappe dangereuses. Et c'est pas un hasard s'il marque, s'il a pas mal de positions de frappe très dangereuses aussi. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé son match en plus de son rendement défensif habituel, mais là on apprend pas grand-chose. Pour compléter le niveau stats, c'est le joueur le plus utilisé par Bruno Genesio cette saison. En termes de minutes, il a 300, enfin, joueur de champ, hein, je précise parce que forcément Berquet est au-dessus, il a 3233 minutes en 44 matchs et il a marqué 9 buts, c'est son plus haut total à Lille pour l'instant, tout en distribuant 7 passes décisives. Donc il arrive aussi à être déterminant dans des moments clés. Moi j'ai le souvenir de son but à Rome qui est très décisif. Et toi, Rémi, comment tu l'as trouvé? C'est aussi le joueur marquant pour toi? ouais, carrément, non, c'est le meilleur Lillois hier, sans aucun doute pour moi. Beaucoup de prise d'initiative,
la frappe de loin, le premier poteau, c'est une frappe un peu lointaine. D'ailleurs, c'est un truc qui manque à Lille, je trouve. C'est peut-être un truc qu'on peut regretter hier. Il y a aussi cette frappe de Perrin un peu lointaine qui est en fait une reprise de volée, la toute Un peu dernière trop axial, malheureusement. accent. Ouais, mais il la prend très bien. C'est déjà, c'est déjà pas mal ce geste de le faire aussi bien. Euh, mais ouais, c'est un joueur un peu étonnant, hein, Ralston, parce que c'est un joueur de course en fait. C'est un joueur de course qui est hyper actif, qui crée des espaces en prenant d'autres espaces, mais qui n'est pas non plus extrêmement rapide. Il est beaucoup moins rapide par exemple que Ethan Mbappé ou Mathias Fernandez Pardo. Je pense si on les met tous les trois sur une ligne au Oui. 100 mètres, il perd. Mais voilà, donc c'est un joueur qui est difficile à caser dans une case justement. Mais sinon, pour les joueurs qui m'ont le plus marqué, j'ai bien aimé la deuxième période de Boadi, d'Ayoub Boadi. On a tous Sarouette Euh, en tête. ouais, oui, oui, moi je l'avais plus, mais oui, oui, je l'avais, oui, oui, bien sûr. Euh, mais non, non, plus actif, qui se projette un peu plus, mais c'est tout. Et j'en reviens à j'en reviens à mon point précédent, c'est que je pense que c'est un match où malheureusement il aurait fallu qu'il y ait plusieurs individualités qui tentent des choses, parfois les côtés, hein, que ce soit les latéraux ou un peu plus haut, Mukao et, euh, et Correa, pardon. De ton côté, Enzo, pour pas trahir de secret, quand on a déroulé le conducteur en avant-émission et qu'on a parlé de cette rubrique-là, tu m'as fait une petite moue comme si tu allais dire autre chose qu'Aronson, dans un sens ou dans l'autre. Je te laisse désépaissir le mystère. Je t'ai demandé si on pouvait parler de joueurs uniquement de manière positive. Tu m'as dit qu'on avait tous les droits, mais oui, bah, Rémi l'a bien dit. En vrai, hormis Haraldson et Boadi que j'allais aussi citer, pas forcément de joueurs qui ressortent extrêmement positivement, mais après les joueurs peut-être un petit peu plus limitants sur ce match, on en a plutôt parlé, les ailiers par leur profil, les latéraux qui ont peut-être pas eu le même apport que d'habitude. On peut peut-être parler aussi de l'entrée de Mbappé, il n'était pas titulaire, mais qui a changé aussi la dynamique. Pas le plus juste, mais dans les intentions, dans la capacité à les percuter, j'ai trouvé plus pertinent par exemple qu'un Mouko qui avait plutôt bien démarré sa deuxième mi-temps. Mais oui, c'est pas très clairement les meilleures performances individuelles du LOSC sur la dynamique. Il n'y a pas de joueur catastrophique, mais on était plutôt sur du nivellement par le bas globalement. J'ai quand même un dernier point à ce sujet. Berkehauser mérite d'être cité parce qu'il fait un très grand arrêt. Euh, vous l'avez ou vous l'avez Sur la pas? deuxième frappe, D'accord. Il y a deux frappes. Horizontale, ouais. Et en fait, c'est fou quand même, mais Le Havre aurait pu marquer 2 buts sur 2 frappes. Vraiment, c'était tout à fait possible. Parce que la deuxième frappe, c'est une très belle action individuelle, justement. De Samir, Euh, et de voilà. Tanzania. c'est ça. Et il se détend très très bien. C'est un bel arrêt. Voilà. Et comme c'est le seul truc qu'il a à faire, c'est très difficile. Les gardiens dans ces matchs-là, c'est très compliqué pour eux. Donc, il est un peu, il peut rien faire sur le but qu'ils prennent. Qui est un peu, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de ce but, mais J'allais revenir à qui la faute sur ce but? bah, je l'ai revu et franchement, Est-ce que c'est Mukao au début de l'action ah, qui passe à côté? Est-ce que c'est Mandy je qui trouve doit que, assumer le rôle de leader et tout casser en je trouve que, sautant? je trouve que Meunier est pas assez agressif sur enfin, au niveau du centre, Ouais. sur le centreur, il est pas assez agressif, il le gêne pas assez. Et après ça, en fait, c'est vraiment pas de chance. C'est-à-dire que après le match, Bruno Genesio, pardon, et Olivier Létang ont tous les deux parlé de déconcentration, de saut de concentration. En fait, est-ce que c'est vraiment ça? Je me suis reposé la question. Le ballon arrive vraiment pile entre Boadi, Ngoy et Mandy. Mm. Et il n'y en a aucun qui est face au Ouais. ballon, sauf parce qu'il y a Ngoy, il est face au ballon. Donc à la limite, c'est peut-être plus à lui la faute. Désolé, Nathan. Euh, et le Havrais, Marc Soumaré, il me semble, Ouais. lui, il fait face au ballon. Donc en fait, c'est logique qu'il arrive le premier dans cette zone-là. Et c'est pas de chance. Je suis pas sûr que ce soit de la déconcentration. Je Parfois, pense ça que arrive des buts je comme pense ça. que pour la déconcentration, il parle du fait que tu es quand même dans une période un peu plus creuse. C'est peut-être la période où le Havre a le plus le ballon, est le Je l'ai pas plus vraiment menaçant, ressenti, C'est l'un de honnêtement. tes seuls temps un peu hein. Ouais. faibles du match. Ouais. Mais est-ce Après, qu'il est le temps est vraiment pas aussi faible? fort qu'avant le but. Oui, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Pas si faible, quoi. C'est. Mm. Non, ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense sur l'action là, finale autour de Soumaré, je pense que les trois se déresponsabilisent un peu en mode bah, lui ira à ma place, lui est mieux placé que moi, et finalement il n'y en a pas un qui est idéalement placé
pour y aller. Donc je pense pas qu'il y ait un fautif majeur, mais je pense que ouais, c'est une somme de quelques petites erreurs, un petit manque d'agressivité, un petit peu d'irresponsabilisation qui découle sur ce but. Pour en conclure avec ce match, on a quand même beaucoup parlé d'autres choses, finalement, au coup de sifflet final. C'est le dossier Félix Correa, qui a encore fait parler aujourd'hui, puisque le LOSC, aux alentours de midi, a encore publié un petit post sur les réseaux sociaux en mettant trois photos, photos et vidéos euh, de Félix, en mettant tous ensemble. Est-ce que vous comprenez, les sifflets, deux, toute la communication qu'il y a autour, ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être un poil trop excessif? Bah, moi, si je fais une réponse de Normand, et ça tombe bien parce que je le suis, en vrai, je comprends un peu toutes les parties. Les supporters, parce que quand tu regardes le match, c'est vrai que Félix est un peu frustrant par cette incapacité à faire la différence, ce déchet technique aussi dans les zones finales. Il y a quelques situations qui peuvent être dangereuses et qui sont entre guillemets gâchées. Et après, je peux aussi comprendre la communication du LOSC dans le sens où, pour le coup, en termes d'attitude, d'implication, d'investissement, Félix Correa est irréprochable. C'est un joueur qui donne absolument tout, qui ouais, touche simplement des limites footballistiques. Et je peux aussi comprendre que le club regrette qu'on siffle un joueur qui est totalement impliqué et qui a en soi pas grand chose à se reprocher, hormis des limites techniques dont on a déjà parlé. Donc ouais, je peux comprendre les deux parties, c'est cruel pour le joueur parce que lui fait ce qu'il peut, pour le coup. C'est pas par exemple, si je prends un autre cas emblématique de notre Ligue 1, un Mason Greenwood, qui est autrement plus talentueux, et qui par exemple, pour le coup en termes d'investissement, d'attitude, là les sifflets pourraient être légitimes. Félix Correa, c'est un petit peu l'opposé. Et ouais, c'est cruel, mais en même temps un petit peu compréhensible vu l'aspect frustrant de son match et de sa dynamique. Je vais compléter. Pardon, Raphaël. C'est juste pour dire que Correa, il a joué 46 matchs. Enfin, il a paru 46 fois cette saison, donc c'est presque l'intégralité des rencontres. Il a un peu moins de temps de jeu que Ocon, il est à 2800 minutes, mais ça reste quand même 5 buts et 6 passes décisives. Donc il a quand même eu quelques moments de gloire. Mm. Petits moments Surtout de gloire. je précise, Ouais. dans des Contre gros. Metz, Voilà, Personne s'en Metz, souvient. Lorient, dans des Lorient. scores fleuves. Dans Ouais. des scores Et fleuves. il a été décisif que 3 fois en 2026, malheureusement. Ce qui doit aussi nourrir la frustration. Vas-y, Rémi, enchaîne. Non, mais je vais compléter tout à fait ce que disait Enzo, c'est-à-dire que, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on siffle dans un stade de foot? C'est une bonne question. Parce que le sifflet, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Il y a des sports où on siffle pas, il y a des pays dans lesquels on siffle pas, c'est pas leur façon d'encourager. Qu'est-ce qu'on siffle dans un stade de foot? Moi, je pense qu'on siffle une attitude qui est contraire aux valeurs du jeu, ou alors qui est jugée insuffisante au niveau de l'engagement, ou de l'anti-jeu, voilà, quelque chose comme ça. Mais Félix Correa, il remplit pas ces cases. C'est un joueur un peu énigmatique, c'est-à-dire que c'est un ailier qui joue pas vraiment sur sa vitesse, il joue pas comme un ailier. À chaque fois qu'on en parle, que ce soit Enzo tout à l'heure, j'ai adoré quand tu as dit ça, c'est un ailier structurant, parce que ça c'est génial comme expression. C'est-à-dire que maintenant on C'est ce que attend des. disait Genesio. Oui, c'est ça, mais tu reprends exactement, il dit pas ce mot-là, mais Genesio, dès qu'il parle de Correa, il dit mais c'est un joueur important pour la défense. C'est un ailier. Depuis quand un ailier, le premier truc qu'on met en avant à son sujet, c'est d'être important pour la défense. Surtout quand on est dans une bonne équipe, enfin quand même un des meilleurs clubs de Ligue 1. Bah voilà, donc c'est un joueur un peu énigmatique. En plus, je crois qu'on l'a jamais eu devant la presse. Il n'est jamais passé devant la presse. Félix Correa, on le connaît très peu. Il a rapidement Bien parlé sûr. à nos confrères qui parlent portugais de RFI. Je salue Marco, le grand Marco Martins. Mais chez nous, jamais. Avec nous, jamais. Donc voilà, c'est un joueur qu'on connaît très peu et qui sur le terrain, bah oui, évidemment, il déçoit. Je pense qu'il incarne malgré lui, il incarne le manque d'inefficacité, le manque d'efficacité, pardon, de son équipe. Et c'est terrible. Mais pour le coup, j'ai un avis au sujet des sifflets. Il ne fallait pas le siffler. C'est pas un joueur qu'on siffle, Félix Correa. C'est pas non. Par contre, et non, pas par contre, je vais rajouter, euh, j'ai été très surpris du fait qu'il soit sifflé par énormément de gens. Enfin, c'était vraiment une bronca. C'était pas, moi j'ai écrit conspué. Il a été conspué. C'est pas juste, il a été un peu sifflé. Non, non, c'était très très sérieux. Et j'ai trouvé ça vraiment excessif. Puis il y avait le contraste avec l'entrée d'Olivier Giroud derrière.
Oui, et puis dans ce cas, pourquoi ne pas siffler Mukao? Pourquoi est-ce qu'il faut s'attarder sur Félix Correa? Mukao fait une deuxième période à peu près correcte, mais enfin, honnêtement, il incarne lui aussi la frustration qu'ont, à mon avis, de nombreux suiveurs de ce club au sujet des ailes. Est-ce que d'un point de vue extérieur, vous avez l'impression que ça crée une sorte de scission entre les supporters et les joueurs? Il n'y a par exemple pas eu d'entraînement ouvert au public cette année, à part un tout petit événement réalisé que pour la tribune honneur, donc les supporters VIP, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas forcément le moment pour que le club se scinde en deux, entre guillemets? Bah, dans tous les cas, il n'y a jamais de bons moments, mais bah, c'est vrai que cette saison, le LOSC n'est pas le club de Ligue 1 le plus proche de ses supporters et inversement. Même sur certains sifflets, on parlait de la bronca pour Félix Correa, mais Genesio l'a aussi subi. Il y a Olivier Giroud il y a quelques semaines qui l'a subi. C'est vrai qu'il y a peut-être des broncas un petit peu plus intempestifs que dans d'autres clubs et ça peut marquer un petit peu cette scission entre le club en lui-même et les supporters. Euh, mais je sais plus, c'était quoi ta question? J'ai fait une Rémi là, on en a fait chacun une. Non, est-ce que vous avez l'impression que bah, vraiment il y a un conflit finalement. C'est les joueurs contre les supporters, sachant que tous les joueurs ou presque ont communiqué sur les réseaux sociaux après le match, ont tous pris la défense de, de Félix. Et est-ce qu'ils en font trop? Est-ce que c'est pas le moment de penser à ça parce que ça te déconcentre, ça te sort du sportif? Ou est-ce que justement c'est bon signe parce que ça veut dire que le club, enfin le groupe est uni? Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, je pense que le mot conflit il est un peu fort, mais par Moi exemple j'ai aussi. été étonné je sais pas si étonné c'est le mot, mais je m'attendais pas forcément à voir Olivier Létang venir en zone mixte essentiellement pour ça. Quand la question lui a été posée, il a dit c'est l'une des raisons principales de pourquoi je viens vous voir pour parler de Félix Correa et monter au créneau pour lui. Bruno Genesio aussi en a parlé. Et sans dire que c'était des sorties extrêmement fortes, tu sens quand même que ça les a touchés, que ça a touché le vestiaire et qui s'inscrivent véritablement en faux avec ce qui a été fait. Euh, donc ouais, le mot conflit, il est certainement trop fort, mais tu sens que c'est pas quelque chose qui a plu et tu sens aussi qu'il y a un petit peu cette notion d'injustice de viser un Félix Correa qui reste aux yeux du staff et du groupe un joueur très impliqué, véritablement collectif et irréprochable sur cet aspect-là. Rien à ajouter. Bon, on lui souhaite en tout cas de marquer à Monaco. Ça fera plaisir à tout le monde, surtout d'un point de vue comptable où Lille donc a perdu 2 points sur Lyon, surtout, qui était son concurrent direct. Si on fait un bref topo du classement, Lens est deuxième avec 64 points. Je sais pas trop pourquoi j'en parle, mais ils sont là. Lyon derrière, donc pour commencer la lutte au podium, est donc troisième avec 60 points suite à sa victoire sur Rennes hier, une sacrée victoire. Lille est juste derrière avec 2 points d'écart maintenant à 58 points. Rennes, encore 2 points d'écart, 56 points. Monaco, 2 points d'écart, 54 points, sixième. Et Marseille relégué à la septième place avec 53 points. Comment est-ce que vous voyez cette dynamique entre toutes ces équipes qui luttent pour la même chose? Est-ce que vous pensez que Lille a perdu gros ou finalement c'est que 2 points si Lyon se prend les pieds dans le tapis contre Toulouse ou Lens lors des 2 dernières journées, tout peut encore se jouer. Moi, je suis assez pessimiste. Je suis au regret de vous dire ça, amis lillois et lilloises qui nous écoutent. Je pense que là, malheureusement, c'est raté. C'est mort pour le podium, je pense. Parce que je vois très mal Lyon perdre à Toulouse. Et le dernier match, en fait, quel sera l'enjeu du dernier match? L'idéal pour Lille, si Lyon bat Toulouse, dans la configuration où Lyon bat Toulouse, l'idéal pour Lille serait que Lens n'ait pas encore validé sa deuxième place et donc ait encore un objectif, encore quelque chose à jouer. C'est possible, mais bon, Lens reçoit Nantes vendredi soir, donc voilà, on verra déjà ce qui se passe à ce moment-là. Non, je pense que Lyon a pris l'avantage. Je les vois pas, je les vois pas le perdre, même s'il y a un motif d'espoir, le fait que Monaco, donc une équipe qui va jouer un peu plus, soit le prochain adversaire de Lille, ça peut avantager Lille, qui a été bon dans ses derniers matchs dans cette configuration. Je pense à Rennes, je pense à Marseille.
Voilà. Et après, il y a un constat global que je fais, c'est que Lille rate très souvent ses fins de saison. Et j'ai pris quelques notes avant pour préparer cette émission. Il y a 2 saisons, il y a cette défaite contre Lyon à domicile, alors que Lille, donc c'est une défaite 4-3, alors que Lille mène encore à la 87e minute, prendre 2 buts dans les dernières minutes. Ensuite, il y a un match nul à domicile, toujours face à Nice, alors que Lille mène au début du temps additionnel. Et Lille finit quatrième à 2 points de Brest, troisième. Donc, fin de saison ratée. Et la saison dernière, bis repetita, Lille perd son avant-dernier match à Brest, 2-0, et finit cinquième à 1 point du troisième, Monaco. Donc c'est quelque chose malheureusement qui, en dépit du changement d'entraîneur, hein, on aurait pu croire, on aurait pu penser que Paulo Fonseca avait un rôle dans cette espèce de fébrilité mentale à l'approche du but, mais je crois que ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'il y a malheureusement il y a quelque chose qui est aussi dans ce groupe fonctionne pas. Je vais confirmer ce que tu as dit, puisque plus que dans ce groupe, c'est sur les 10 dernières années, 10 dernières saisons. Lille n'a jamais réussi à un sprint final parfait. C'est toujours manqué à un moment donné. Donc c'est 7 points maximum. Ça arrive à 3 fois, sinon c'est 6 points et 4 points 3 fois aussi. Donc Lille a l'habitude de se prendre les pieds dans le tapis. Toi Enzo, comment est-ce que tu te projettes sur la suite? Est-ce que tu penses que Lille peut encore jouer cette troisième place ou devra se contenter de la quatrième, qui est déjà pas si mal au vu de la période janvier-février assez compliquée? Non, bah moi je pense que ça va rester figé de la sorte. Le classement, là, Lyon 3e, Lille 4e, Rennes 5e, Monaco 6e. Parce qu'en plus, il y a des dynamiques qui sont assez similaires pour tous ces clubs-là, même si Monaco est un petit peu moins bon que Rennes a perdu face à Lyon. Mais ouais, non, je pense qu'en plus, il y a 2 points d'écart entre chacune de ces équipes. Chacun affronte aussi un gros entre guillemets d'ici la fin de saison. Lyon, ça sera Lens, Lille, ça sera Monaco, et Rennes, bon, Rennes sera Marseille. Il faudra voir quel OM ça sera. Est-ce qu'on peut le considérer comme un gros? Mais il y a des calendriers qui sont similaires sur des projections. Quand il reste 10 journées, c'est compliqué de parler des calendriers. Quand il en reste que 2, c'est un petit peu plus simple. Et ouais, je pense que ouais, Lille a peut-être laissé passer sa chance. Tu parlais de sprint final à maximum 7 points. Bah, peut-être que ça sera le cas, mais il y aura toujours cet accro Havre qui pourra te laisser déroger, parce que je vois pas totalement Lyon se faire accrocher par Lens non plus sur la dernière journée, pour tout un tas de raisons dont on a parlé. Mm. Pour conclure, la semaine prochaine, donc dimanche, Lille est à Monaco pour le premier multiplex des 2 dernières journées. Enfin, multiplex. Lens joue vendredi, mais ça reste un grand multiplex. Comment est-ce que, enfin, quels sont vos pronostics, tout simplement, sur cette rencontre? Que ce soit, vous pouvez donner un score ou même une physionomie. Je vois que Ah, là, Rémi tu me fait prends la un peu de moue. cours. Ouais, tu me prends un peu de cours, j'y ai pas trop pensé. Je suis traditionnellement mauvais en pronostic en plus, donc je vais laisser Enzo commencer. Et on verra si c'est intelligent, je dirai la même chose que lui. Allez, eh ben je me lance. Je vais encore être peut-être un petit peu trop optimiste, mais pour le coup, là, c'est le genre de configuration de match qui convient au LOSC. En plus, c'est pas la meilleure version de Monaco. Là, la fin de saison est très irrégulière. Notamment, je regarde tous les matchs de Monaco, et à la perte du ballon, c'est très, très, très déséquilibré, exposé. Et c'est le genre de petites lacunes que c'est très, très bien exposé, ce LOSC, notamment de Mathias Fernandez Pardo. Donc, non, moi, je suis plutôt optimiste. Je partirais plutôt sur une victoire, avec un LOSC fort de ses résultats, à Rennes, à Marseille, face à Lens sur les dernières semaines. Je vois, ouais, un petit peu les mêmes dynamiques, les mêmes configurations de match, et un LOSC peut-être un petit peu plus supérieur, abouti et sûr de ses forces collectivement en ce moment. C'est intelligent, Rémi? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, c'est un peu ce que je pensais a priori. Et c'est Bah ce que oui, je disais évidemment. dans la. Non, mais c'est ce que j'avais dit. Tu sais, quand j'avais dit tout à l'heure que les blocs bas, c'était un problème pour Lille et que du coup, en ce sens, Monaco serait peut-être une bonne nouvelle. C'est un motif d'espoir. Monaco est dans une dynamique assez bizarre. En plus, là, je veux dire, par exemple, ils ont battu Metz, mais c'est vraiment bien payé. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont à jouer finalement, Monaco, dans cette dans cette fin de saison? Ils jouent encore un peu l'Europe, mais ils sont un peu loin aussi. Allez, je vais dire une victoire de Lille. Une victoire étriquée parce que je vois pas Lille non plus en passer 5 à Monaco. Mais je vais dire une victoire de Lille.
Merci de vous être mouillé. Je vais partir sur une victoire aussi. 1-0, ça me suffira. Juste histoire d'avancer. Euh, Merci beaucoup pour votre présence. On a 45 minutes d'émission, c'est le timing parfait. On peut s'arrêter là. On a fait le tour, je pense, d'à peu près tout. Euh, donc merci Enzo Pello de la cellule décryptage de l'équipe. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Alors Rémi n'est pas encore sur YouTube, mais peut-être un jour. Peut-être un jour. Bah, là, je le suis maintenant, du coup. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci à vous deux d'avoir été présents. J'espère que vous avez bien aimé l'expérience. Merci Lillois Lilloise de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Après, on l'espère, une victoire en principauté. Merci, salut tout le monde.